Ça a été au fond un concours de circonstances. Je dois dire que même étant étudiante, je m'étais intéressée aux analyses plus qu'au reste. J'étais interne à l'Hôtel-Dieu de Nantes, au laboratoire de l'Hôtel-Dieu de Nantes, et j'ai donc effectué différentes analyses sur différentes choses. Enfin, ça m'intéressait. Donc, quand j'ai terminé mes études, je me suis installée sans avoir de projet réel à l'époque, mais très rapidement, j'ai pensé, au fond, étant donné que la question m'intéresse, étant donné que les communications sont maintenant difficiles, je vais créer un laboratoire adjoint à la pharmacie. Et c'est dans le cadre de ce laboratoire que je me suis amusée, si on peut dire, en dehors de ce qu'on me demandait, à faire des mesures sur différentes choses. Je me suis intéressée à l'eau de pluie. Pourquoi? À ma grande surprise, j'ai constaté qu'elle n'était pas toujours pareille. J'étais très surprise à l'époque parce que ça, je ne m'y attendais pas. Puis, il y avait aussi un jardin. Et mon père, qui vivait à l'époque, aimait beaucoup s'occuper du jardin. Je me suis intéressée aux légumes. Puis, par curiosité aussi, j'ai mis en comparaison des légumes cultivés de façon différente. J'ai trouvé des éléments différents. Je fais des coupes de structure pour faire des examens microscopiques. Et j'ai constaté que c'était pas du tout pareil, que si d'un côté j'avais une régularité de structure, de l'autre côté un certain gigantisme, des structures brisées, des choses qui n'étaient pas pareilles. De tout ça, je n'en avais pas entendu parler dans le courant de mes études. Au bout d'un certain temps, je me suis dit, c'est pas normal. Si je faisais une thèse, peut-être que j'en saurais davantage. Alors, j'ai entrepris une thèse que j'ai faite à Paris, thèse consacrée à la toxicologie des glycols. J'ai passé cette thèse, mais ça m'avait intéressé, mais ça n'avait pas apporté de réponse aux questions que je me posais. Alors là, j'ai entrepris de rechercher de droite, de gauche, des documentations diverses pour essayer de me faire une opinion sur quelque chose. J'ai multiplié les mesures sur des plantes, sur l'eau, également sur des gens, quand c'était possible, de façon suivie, pour voir les variations urinaires, les variations salivaires. Ce n'était pas encore la bioélectronique. D'ailleurs, elle n'existait pas à l'époque. Puis, je restais tout à fait perplexe. J'ai quitté Candé, je m'y étais installée en 40, j'ai quitté en 46, je suis venue à Nantes, où je prenais là aussi une pharmacie. Alors là, l'activité de laboratoire était extrêmement réduite, ça ne m'empêchait pas, moi, d'observer différentes choses, de continuer des mesures et d'être toujours intriguée par un certain nombre de choses que je ne connaissais pas. En 1953, je me suis décidée à recontacter le professeur Fabre, qui était doyen de la faculté de pharmacie de Paris. C'est avec lui que j'avais fait ma thèse. Et je lui ai demandé de me recevoir. Il a accepté. Et je lui ai fait part d'un certain nombre de mes constatations. Donc, il m'a dit, écoutez, je ne suis pas capable de répondre aux questions que vous posez, mais je vais vous mettre en relation avec des gens qui, je pense, devraient pouvoir vous donner satisfaction. Et effectivement, j'ai été en relation avec le professeur Fleury, qui enseignait également à la faculté de pharmacie de Paris, section biologie. Et je lui ai parlé de certaines mesures urinaires que j'avais faites lors de crises douloureuses d'organismes humains, où je voyais
des variations de pH passées d'un extrême à l'autre, de l'alcalose à l'acidose, avant de revenir à la normale, des cristallisations inverses de l'alcalose à l'acidose pour disparaître ensuite. Il m'a dit, écoutez, ce sont des choses qui ne sont pas connues. À mon avis, il faudrait que ce soit fait de façon suivie, par exemple, dans un milieu hospitalier. Ça, je dis, écoutez, je ne suis pas capable, parce que je peux m'absenter quelques jours, d'accord, mais enfin, j'ai ma pharmacie. C'est pas possible. Bon, par le professeur Fabre aussi, j'ai été mise en relation avec un certain professeur Coulon, qui était à l'époque directeur de l'Institut de physique du Globe à Paris. Et il m'a reçu, bien sûr, mais ça a été tout différent. Je lui ai parlé des mesures de variation sur l'eau, et également de variations que j'avais relevées sur l'eau de mer. Alors, je vous cite textuellement sa réponse. Le phénomène des marées est un phénomène qui nous dépasse. On perd son temps quand on s'intéresse au phénomène qui nous dépasse. Si vous ne voulez pas perdre le vôtre, occupez-vous d'autre chose. Et dans les mois qui suivaient, il est devenu directeur du CNRS. Alors là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la science actuelle. J'avais évidemment accumulé un certain nombre de documentations, ensuite de remarques. Et là, je me heurtais à un mur. Il n'y avait plus d'explication nulle part. En 1956, j'exerçais encore la pharmacie. J'en étais pas simplement dégoûtée, mais enfin, je l'exerçais encore. Je reçois un représentant des eaux de Volvic qui me vante la qualité d'eau très pure, tirée des rochers du Massif central. Enfin, très bien, il me dit, ça a été étudié par un ingénieur, Louis-Claude Vincent. Il a beaucoup travaillé sur l'eau, il écrit des articles. Je lui dis, vous en avez des articles? Il me dit, non, mais si ça vous fait plaisir, je peux vous en envoyer. Je lui dis, oui, ça m'intéresse. Et effectivement, il m'a envoyé des articles écrits par Louis-Claude Vincent. Quand j'ai lu les articles de Vincent, j'ai dit, celui-ci, il y a une technique qui dépasse ce que j'ai eu entre les mains, mais à propos de l'eau, on dit exactement la même chose. Et j'ai écrit à Vincent. Alors, il faut vous dire que Vincent lui-même a eu passablement de problèmes. Il a été lui aussi attaqué un peu de tous les côtés parce qu'il n'était pas comme tout le monde. Donc Vincent reçoit une lettre où quelqu'un ne le contredisait pas. Il s'est dit, il faut y voir clair. Il m'a téléphoné. Il est venu à Nantes, je l'ai reçu dans le bureau de la pharmacie. Et on a parlé longtemps. Puis finalement, il me dit, écoutez, je vais vous demander un service. Je vais vous mettre un appareil entre les mains. Il ne vous coûtera rien. Vous ferez ce que vous voudrez avec. Mais quand vous aurez une opinion, il faudra me dire la vérité. Ça vaut quelque chose, ou je donne un coup de pied dedans. Il n'y a jamais eu de coup de pied dans l'appareil. Parce que moi, je me suis trouvée à ce moment-là avec une technique qui dépassait les moyens trop sommaires que j'avais eus jusqu'alors. Alors, ça a été, au fond, un peu plus, si vous voulez, le début d'une aventure, parce que non seulement ça ne contredisait pas ce que j'avais précédemment relevé, mais ça le complétait largement. Parce que j'avais relevé quoi? Des sédiments, des mesures de pH, mais je n'avais pas de RH2, je n'avais pas d'activité électrique. Parce que non, je n'avais pas aucun moyen de mesurer. Alors, ça a été au fond le commencement pour moi aussi. Il y avait un début, bien sûr, de suspicion vis-à-vis de tout ce qu'on enseignait. Mais alors là, ça a été le comble. Et ça s'est passé donc en 56. Et c'est en 57, lors d'un séjour à Font-Romeu, que j'ai fait les premières expériences
de comparaison d'eau, les unes dites miraculeuses et les autres qui ne l'étaient pas. Et où j'ai constaté cette équipotentialité ionique à laquelle je n'avais pas pensé auparavant. Alors là aussi, ça a été un prémisse de ce que devait être plus tard la baignoire, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais enfin, j'ai collaboré avec Vincent le temps de sa vie, donc de 1956 à 1988, puisqu'il est décédé en 88. Et qu'est-ce que vous avez pu remarquer particulièrement sur les sources dites miraculeuses? Est-ce que vous pouvez nous tout simplement une équipotentialité sur le plan ionique, autrement dit un pH 7. Donc ces sources miraculeuses étaient à un pH 7. Un pH 7. Comparé à d'autres sources qui n'étaient pas... Qui étaient entre 6 et 5, qui variaient. Et alors la remarque que j'avais faite aussi, et qui a été un peu à l'origine, plus tard, de ce qui était devenu baignoire, c'est une remarque faite au moment du solstice d'été 1957. Je mesurais, je faisais tous les jours les prélèvements des sources, et tous les jours les mesures. C'était dans un délai très bref, peut-être 15 ou 20 minutes maximum, donc il n'y avait pas d'altération, si vous voulez, par rapport au prélèvement. Solstice d'été 1957, c'était un maximum d'activité solaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour les deux sources dites miraculeuses et équipotentialité ionique, c'est que la résistivité électrique n'était pas mesurable. L'aiguille, à ce moment-là, c'était pas c'était pas un éclairement, si vous voulez, c'était une aiguille qui se promenait comme ça sur le cadran sans jamais s'arrêter. Ça a duré 3 jours. Au 4e jour, tout est rentré dans l'ordre. J'étais profondément perplexe. L'année suivante, 58, je me suis dit, je vais faire la même chose. 58 n'était pas un maximum d'activité solaire. J'ai eu des variations de potentiel dans les 4 cas, tout mesurable. Autrement dit, une propriété particulière de l'eau qui a une équipotentialité sur le plan ionique, équivalent du positif et du négatif, ne se manifeste que dans des conditions exceptionnelles. Ce qui m'a fait me poser la question, qu'est-ce qui peut bien se passer quand il y a des orages? Et à ce moment-là, j'ai relevé, au moment des orages, un certain nombre d'eaux pluviales, souvent ici, puisque à l'époque, ça fait 166 que je suis arrivé ici, mais à Nantes, j'ai quitté Nantes en 61, je venais toutes les semaines de toute façon, et je choisissais les jours, si on peut dire, et quelquefois les heures. Or, effectivement, au moment des orages, vous récoltez une eau de pluie qui a des potentiels exacerbés, alcalose, oxydation. Mais vous n'avez plus de résistivité électrique. Ça dure environ 2 heures. Après quoi, elle se fixait à 40 000 ohms, alors que ses valeurs normales dans la région variaient de 20 à 25 000. Donc, une différence. Certaines propriétés de l'eau, dans certaines conditions, ont des propriétés exceptionnelles qui ne se manifestent pas autrement. Et ça a été un peu à l'origine de tout ce qui a suivi. Et quand vous voulez dire des propriétés exceptionnelles, qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien là, ça rejoint en quelque sorte les travaux de Charles Laville. Charles Laville a considéré bien sûr que l'eau était un élément primordial et que son rôle allait bien au-delà d'un simple solvant ou d'un produit diluant. L'eau, dans certaines conditions, se comporte comme un catalyseur. Sa formule H2O, en réalité, s'écrit HOH, H, élément positif, associé à un oxydryl OH négatif. Et dans certaines conditions,
ce H et ce OH ont la possibilité de transformer la matière. De transformer la matière, c'est-à-dire? Eh bien, là aussi, transformer la matière. Si vous vous relevez au moment des crises douloureuses de l'organisme humain, vous avez ces expulsions de cristaux. Ils ne se sont pas formés subitement. Il préexistait quelque chose. Mais là, c'est une élimination qui se produit. Ensuite, dans un autre ordre d'idées, ça remonte très loin, ça s'est cité dans un livre qui a été édité par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ça ne date pas d'hier. Hein. Il a existé un temps où, après les orages, après les fortes averses, les jardiniers récoltaient dans leurs averses, dans leurs allées, de petits nodules de la grosseur d'une noix qui étaient des algues bleues, qu'ils rejetaient, c'est les nostocs, qu'ils rejetaient sur les parcelles comme fertilisants. Il est évident que par les temps qui courent, avec la détérioration des sols et la modification du climat, ça n'existait pas. Moi, je n'ai jamais relevé de nostoc, mais à diverses reprises, j'ai constaté cette évolution de la matière. Or, manifestement, quand vous avez une résistivité qui augmente dans ces proportions, vous avez d'une part un élément matière qui se transforme et qui donne très certainement une formation d'algues. Tout élément est structuré. On n'en tient pas compte parce qu'on ne le voit pas. L'eau a une structure, l'atmosphère a une structure. Ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Si vous avez actuellement, par exemple, pour l'eau, les travaux de... non, je peux dire son nom. Masaru Emoto, qui vous donne des photos complètement différentes les unes des autres, suivant le milieu où l'eau se trouve. Antérieurement, et dans le même genre, vous avez un livre, ça donne assez loin, je ne me rappelle plus l'année, de Bentley et Humphrey, qui présente, je ne me rappelle plus du nombre, mais est-ce que c'est 7 ou 800 7 ou 800 photos de cristaux de neige différents les uns des autres. Je ne me rappelle plus exactement du nombre, je ne le garantis pas. Mais enfin, ce qui prouve aussi l'extrême diversité de l'eau suivant le milieu où il se trouve. Alors, l'eau, suivant sa structure, qui est liée forcément à son pouvoir rotatoire, a des propriétés différentes, et dans certains cas, cette certaine propriété d'électrolyse que mentionnait Charles Laville, et qui très certainement était cette propriété qui se manifestait lorsque cette résistivité était changeante complètement. Alors là aussi, ça ne dure qu'un temps. Est-ce qu'actuellement, parce qu'il doit bien exister quelque part encore, des eaux qui ont des propriétés particulières, est-ce que ces propriétés sont stables? Si l'eau est retirée de son milieu, s'il y a un délai de transport, a-t-elle encore ses propriétés? Alors ça, je suis incapable de répondre, je n'en sais rien. C'est une expérience que je n'ai pas faite. Et avant d'en parler, ces jours derniers, là, j'ai une lettre d'un particulier qui m'écrit à ce sujet-là, qui me demande, il me parle de certaines eaux qui l'intéressent, notamment d'une eau de San Damiano. Et il me demande ce qui serait possible de faire. Ça date d'avant-hier, donc je n'ai pas encore répondu. Enfin, ce que je lui réponds, de toute façon, c'est qu'il faudrait que ce soit vu sur place. Parce que, est-ce qu'un transport, est-ce qu'un délai va pouvoir respecter les propriétés intégrales de l'eau? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez pu faire le test sur des eaux minérales? Il y a certaines eaux minérales qui marquent les caractéristiques de la bioélectronique sur leur bouteille. Est-ce que ça, c'est juste?
ça restera là aussi à prouver. Où sont faites les mesures? Si c'est un délai très bref, à supposer que ce ne soit pas rigoureux, ça doit s'en rapprocher beaucoup. Maintenant, quand c'est gardé dans des bouteilles, il y a aussi question bouteille, une question qui se pose. Est-ce que la bouteille de verre a les mêmes propriétés que la bouteille de plastique? Ça, c'est une chose que je n'ai pas faite. Le plastique n'était pas répandu au point où il est maintenant quand j'ai fait les expériences. Puis maintenant, évidemment, j'en fais plus. Alors, ça aussi, ce serait à voir. Est-ce que ça ne bloque pas certaines propriétés de l'eau? Parce que l'eau dans l'organisme joue un rôle dans les synthèses qui se font obligatoirement. Est-ce que l'eau du robinet chlorée, quelquefois, il faut presque se boucher le nez pour s'en servir, est-ce qu'elle a encore cette propriété? Est-ce que l'eau mise dans une bouteille de plastique, laissée exposée au soleil, est-ce qu'elle a encore ses propriétés? Je ne sais absolument rien. Il reste beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que sont les paramètres de la bioélectronique et ce qu'ils veulent dire précisément? Bien, de toute façon, vous avez un paramètre d'acidité ou d'alcalinité, suivant la nature de l'eau. Vous avez un paramètre d'oxydation ou de réduction. Là aussi, ça dépend des eaux. Et puis alors, cette résistivité électrique, pour une eau courante, une eau de boisson courante, il faut une haute résistivité qui puisse assurer l'élimination, ne pas encombrer le corps humain d'autres substances. Or ça, il est certain que les autres services d'eau ne répondent pas à la question. On est axé sur un problème microbien. Il faut détruire le microbe. C'est très joli, mais un microbe ne vit que si le milieu où il se trouve lui permet d'exister. Alors, et ensuite, et toute la flore intestinale d'un animal ou d'un être vivant quel qu'il soit, y compris l'espèce humaine, y compris aussi les plantes. Mais est-ce que c'est respecté par les eaux qu'on emploie? Moi, j'en suis pas sûr du tout. De toute façon, l'eau du robinet ici, elle sert pour la vaisselle, elle sert pour la toilette parce que je ne peux pas faire autrement, et pour la lessive. Mais autrement, je ne veux pas. Est-ce que pour autant, j'ai la perfection j'utilise mon calme? Bon, je ne le laisse pas dans les bouteilles de plastique. Avant de l'utiliser, c'est versé dans un pot de porcelaine. Enfin, là aussi, est-ce que les propriétés sont intégrales? Je ne garantis rien. Je ne sais pas. Il y a bien sûr le système actuel d'osmose inverse qui certainement limite les toxicités. Est-ce que pour autant l'intégralité des propriétés de l'eau est rendue? Là aussi, je ne sais pas. Il reste beaucoup de choses à apprendre. D'accord, donc vous disiez que en fait, il faut que l'eau ne soit pas trop chargée pour pouvoir éliminer bien sûr. Correctement. En fait, l'eau, elle a plus un rôle d'élimination qu'autre... Elle a un rôle d'élimination, bien sûr, mais elle a aussi son rôle de pouvoir assurer les synthèses d'électrolyse. C'est ce que je vous citais tout à l'heure. Or, dans la multiplication de certains états pathologiques actuels, est-ce que la nature de l'eau utilisée ne joue pas un rôle? Là aussi, je n'ai pas de preuve, mais on peut se poser la question. Parce qu'il est certain que l'intégralité des propriétés ne peut pas être conservée dans certaines conditions. Alors... Est-ce que vous avez pu, donc, de toutes ces expériences, voir quelles sont les conditions favorables pour conserver une eau de bonne qualité? De toute façon, là aussi, l'eau
l'eau est un élément dynamique. Et je pense qu'une stagnation prolongée, c'est pas pour dire que ça peut la rendre nocive, mais doit amoindrir ses qualités. Parce que si vous recueillez par exemple une eau de pluie, vous faites les mesures tout de suite. Vous les faites 2 ou 3 heures après. Vous n'aurez pas une grande différence, mais vous ne trouverez pas exactement la même chose. Attendez encore quelques jours. Et là aussi, vous aurez une différence. Et pourtant, vous n'avez rien ajouté. Alors, l'eau est un élément dynamique, normalement. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir recréer finalement quelque chose qui la mette perpétuellement dans cette dynamique. Remarquez, c'est au fond ce qu'a essayé de faire Konrad Richely, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez comme une forme d'entonnoir, et un tube d'une certaine longueur, je ne me rappelle plus, peut-être à peu près haut comme ça, qui descend, on voit l'eau descendre à toute vitesse. Elle n'a pas le même goût. Alors là aussi, il n'y a pas de mesure de fait, mais c'est certainement pas la même chose. Et pourtant, c'est la même eau. Est-ce que les paramètres de la bioélectronique permettent d'obtenir des informations sur, j'allais dire, sur tous les niveaux de l'eau? Mais bon, j'imagine que non, mais est-ce qu'on a une mesure déjà quand même globale, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à mesurer dans l'eau que la bioélectronique ne permet pas? Remarquez, la bioélectronique dit beaucoup de choses. Maintenant, de là à dire que son action est exclusive, ça, je ne vais quand même pas jusque-là. Je pense que le maintien de ce pouvoir rotatoire, si l'association en avait la possibilité, et si quelqu'un en avait aussi le temps, parce qu'il y a une question de temps aussi qui se pose, de disponibilité, bien, il serait intéressant, à mon avis, de lui adjoindre la polarimétrie pour voir justement les caractères d'une même eau prise à un état stagnant et prise à un état vivant, si on peut dire. C'est pas simple, le problème de l'eau. C'est pas simple. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces phénomènes tourbillonnaires et du rapport entre la vie et les produits synthétiques par rapport à ça? Ce qui est synthétique n'a certainement plus le pouvoir tourbillonnaire, ou à supposer qu'il en est un, il n'est certainement pas le même que ce qui est normal. Il y a certainement une différence. Certainement. Et cet usage des eaux, de services d'eau, c'est considéré comme très bien, comme très sain, parce que c'est très surveillé officiellement. Est-ce que ça ne joue pas un rôle? Est-ce que ça ne modifie pas, ou est-ce que ça ne bloque pas ce système tourbillonnaire, puisque vous savez que le sang lui-même est animé d'un mouvement tourbillonnaire dans les artères, dans les veines. Alors, si c'est bloqué, on parle beaucoup actuellement de phénomène de déshydratation, mais est-ce que l'eau modifiée a la possibilité de se fixer sur les tissus vivants comme une eau normale? Moi, j'en suis pas sûr du tout. Ça peut très bien jouer un rôle dans un certain nombre de maladies. On cherche des causes ailleurs. Est-ce qu'elles ne sont pas là? Quelle est, à votre avis, la place de l'eau au sein de la médecine par rapport à ça? Ou quelle devrait être sa place, en tout cas? Une place essentielle. Une place essentielle. Avant de savoir, de soumettre quelqu'un à un traitement quelconque, voir quel est l'ensemble des conditions de vie. Ne pas s'attacher uniquement à l'effet produit, mais aux causes qui sont susceptibles de le provoquer. Et ça, c'est
trop souvent oublié, je pense. Parce qu'actuellement, les conditions de vie actuelles, c'est dégénéré, qu'il s'agisse des terres, qu'il s'agisse des légumes, des animaux même, qui sont soumis là aussi à des vaccinations intensives, et puis à un régime plus ou moins correct. Tout joue un rôle. Puis il y a aussi l'histoire de l'environnement. Très certainement, téléviseurs, ordinateurs, jeux vidéo, téléphone portable, four à micro-ondes, ce sont des émetteurs. Alors, au fond, on vit dans un milieu perturbé, et tout ce qui est alimentaire, et ce qui est également élément liquide, est perturbé aussi. Comment voulez-vous qu'on se porte bien et que ça dure vraiment? Évidemment, on peut dire on a prolongé la vie, d'accord. On a amélioré les conditions d'hygiène. Pas question de dire le contraire. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont de travers. Parce que non, on multiplie le nombre des hôpitaux. On remarque que je ne suis pas pessimiste par nature, mais on va vers une catastrophe. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais on y court et on fait tout pour y arriver. Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une renaissance qui pourrait se faire par un travail sur l'eau? Il faudrait que ce soit vraiment général. Il faudrait que certaines vérités soient acceptées alors qu'elles ne le sont pas. Une régénérescence, jusqu'à un certain stade, doit être possible. Où s'arrête ce stade? Là aussi, je ne sais pas. Parce que j'aimais beaucoup m'occuper du jardin ici. Je ne suis plus capable de le faire. Mais enfin, ça ne m'empêche pas de regarder ce qui se passe. Ben, j'ai eu, par exemple, toute une floraison de pâquerettes au mois d'octobre. J'avais encore jamais vu ça. J'ai eu des primes verts au mois de novembre. Je n'avais jamais vu ça non plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le climat détérioré influe sur toute chose. Jusqu'où ça peut aller? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On crée des conditions sans se préoccuper des conséquences qui en résultent. Alors que ce soit sur le plan chimique, que ce soit sur le plan électromagnétique, cette histoire d'environnement, ligne à haute tension ou autre, on perturbe tout un ensemble. On s'en ressent obligatoirement. Obligatoirement. Jeanne, au niveau de la bioélectronique, qu'est-ce que vous pensez où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a évolué dans le bon sens selon vous? Il y a bien sûr des gens qui s'y intéressent, qui sont convaincus et que j'encourage d'ailleurs à poursuivre, sans pouvoir leur dire s'ils auront un jour le succès qu'ils méritent. Mais si elles persistent, de toute façon, j'ai fait moi aussi tout ce que j'ai pu faire pour qu'elles se maintiennent, pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Et André Fougerousse, professeur Fougerousse, qui a pris ma suite, fera certainement la même chose. Ensuite, Roger Castel, sans Roger Castel d'ailleurs, tout serait dégringolé après les histoires de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, quand le Conseil de l'Ordre nous a qualifiés de secte et a failli tout flanquer par terre. Parce que là, j'aurais pas continué, j'en ai eu par-dessus la tête des histoires.
Pendant les interviews que nous avons fait, nous avons rencontré un certain nombre de personnes et une de ces personnes nous a évoqué une critique par rapport à la bioélectronique et j'aurais voulu savoir votre avis là-dessus, qui était que la bioélectronique, de par ses paramètres, était pertinente, mais que le travail qui avait été fait à une époque sur une population donnée n'était pas forcément les mêmes, n'était peut-être pas aussi pertinent par rapport à l'évolution de la population. C'est-à-dire que la population d'aujourd'hui n'a pas les mêmes caractéristiques de la population des années 60, 70. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Il y a très certainement, il y a cette évolution climatique et cette évolution aussi dans les conditions de vie qui très certainement modifie quelque chose. Maintenant, ça ne signifie pas non plus que les modifications produites aillent dans le bon sens. Parce qu'il y a une suroxydation, par exemple, de bien des produits alimentaires qui n'est pas faite pour simplifier les choses. Alors, est-ce que dans des conditions anormales, on peut fixer des conditions normales d'existence? Là aussi, c'est une question qui se pose, hein, parce qu'on en subit tous les conséquences. Évidemment, à des titres divers, ça dépend des résistances individuelles, ça dépend des précautions que les uns et les autres peuvent prendre, mais on en subit les conséquences inévitablement. Est-ce que vous pensez que les paramètres qui ont été utilisés par la bioélectronique quand vous l'utilisiez, ils sont encore valables aujourd'hui par rapport à ces nouvelles conditions, on va dire les caractéristiques de base de la bioélectronique? Est-ce qu'on peut les transposer de votre époque à l'époque d'aujourd'hui? Pas forcément. Pas forcément. Il y a certainement eu, là aussi, une évolution. Je ne peux pas citer de chiffres, puisque ça fait quand même un certain temps que j'ai arrêté. Mais enfin, il y a eu une évolution, certainement. Et je crains que cette évolution soit nocive pour tous ceux qui la subissent, c'est-à-dire pour nous tous, à des titres divers, à des degrés divers. Mais c'est une influence, certainement. Et à votre sens, à quoi pourrait être le plus pertinent le travail de la bioélectronique aujourd'hui? S'attaquer au problème de l'eau, s'attaquer au problème de l'agriculture et aussi des aliments tout préparés qu'on trouve dans les grandes surfaces et qui sont agrémentés de conservateurs. Il y aurait beaucoup de choses à faire. Et en quels termes la bioélectronique peut répondre à ce type de choses? Qu'est-ce qu'elle peut apporter en fait par rapport à ça? De toute façon, elle relèverait très certainement des phénomènes d'oxydation. Ça, il n'y a pas de doute. Certainement. Certainement. Qu'est-ce que l'oxydation implique au niveau du corps? De toute façon, vous avez des conditions normales de vie pour les cellules, que ce soit sur le plan ionique ou que ce soit sur le plan électronique. Si vous tombez dans des milieux suroxydés, inévitablement, vous aurez des catastrophes. On peut se reporter là, bien sûr, à tous les graphiques établis par Vincent, qui a suivi plus de cas de pathologie que je n'ai pu en suivre moi-même, puisqu'il était d'abord à Paris, il connaissait quand même un certain nombre de gens. Inévitablement, c'est un état nocif. Seulement, la nocivité peut se manifester de manière différente, suivant les sujets. Lui-même, dans ses classements de bioélectronique, Vincent situait les maladies à des niveaux différents. Bien, ça existe toujours, même si les chiffres ne sont plus exactement les mêmes.
Donc en fait, on pourrait utiliser aujourd'hui la bioélectronique dans la médecine comme caractéristique de base pour établir un diagnostic de la personne. Ben, ma foi, oui. Oui. Et en quoi, à votre sens, ça permettrait une évolution dans la médecine? Qu'est-ce qui leur manque à l'heure actuelle pour accepter ça? Pourquoi ils n'ont pas compris que ces paramètres sont des éléments essentiels pour comprendre l'état de la personne? Ça touche évidemment à beaucoup de problèmes. Et ça remet en cause bien des conceptions actuelles. On est axé sur la chimie, sur les histoires microbiennes. Au fond, si vous vous attachez à la bioélectronique, ce sont tous ces problèmes-là qui vont être remis en cause. Alors, le conditionnement des esprits, y compris sur le plan médical, existe au niveau même de l'enseignement. Et c'est pas tellement facile non plus de s'en affranchir. Moi, évidemment, je me rends compte par moi-même, j'ai relevé un certain temps des anomalies que je ne comprenais pas, que je ne pouvais rattacher à rien. Je ne savais pas, on ne l'avait pas appris. Eh bien, l'enseignement actuel est certainement pire que celui que j'ai connu. Certainement. Je vous dis, je ne considère pas la bioélectronique comme une chose exclusive, pouvant à elle seule définir tous les problèmes. Par contre, elle en définit beaucoup qui ne sont pas définis actuellement. Donc, à mon avis, si j'étais plus jeune, si j'avais quelques possibilités financières en plus, eh bien, je me réintéresserais aux mesures bioélectroniques en les associant à la polarimétrie, au pouvoir rotatoire. D'accord, ouais. Ce serait mon objectif. Ça remonte à quoi, à peu près un mois ou à peu près, où c'est un membre de l'association qui fait des mesures bioélectroniques et qui voulait faire une étude des sucres. Alors, je lui avais envoyé des sucres naturels, muscovado, rapadura, qui sont des sucres bruts, des sucres naturels, à mettre en comparaison avec les sucres qui sont utilisés couramment. Alors, il a fait toute une série de mesures, il a fait tout un travail là-dessus, mais je lui avais dit, pour que le travail soit complet, il faudrait l'associer à la polarimétrie. Alors, évidemment, il n'y a pas de polarimètre jusqu'à maintenant dans l'association. Donc, les résultats existent, ils parlent en eux-mêmes, mais ils ne disent pas tout à fait tout. En tout cas, si on mettait la bioélectronique au niveau de la médecine actuelle, ça leur permettrait de gagner en termes de qualité de diagnostic? À mon avis, oui, à condition de faire un trait sur un certain nombre de choses. Comme quoi, par exemple? Quand ce serait que les vaccinations, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, au niveau de la vaccination? Quelle est l'action au niveau du corps? De toute façon, celui qui peut le mieux en parler, je pense, c'est Pasteur lui-même sur son lit de mort. C'est Claude Bernard qui avait raison. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Autrement dit, une espèce microbienne ne subsiste que si le terrain lui permet de subsister. Seulement, s'attaquer au terrain, eh bien, problème de l'eau, problème de l'alimentation, des conditions de vie, vous remettez tout en cause. Et alors, effectivement, ce problème de vaccination, vous avez un commerce très fructueux par derrière. On ne tient pas du tout à savoir la vérité. Et on ne tient pas compte des dernières paroles de Pasteur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport en ce qui concerne Pasteur et Béchamp?
à l'origine par rapport à ça, aux microbes, aux microzymas? Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, oui, bien sûr. Remarquez, Béchamp avait raison. Hein. Et Pasteur lui-même, sur son lit de mort, avait raison. Il a reconnu ses erreurs. Seulement, on n'en a pas tenu compte. Quelle est l'action d'un... si on parle de médicaments, de chimie, on a parlé de vaccins, mais quelle est l'action de la chimie sur le corps? Est-ce que vous avez pu constater ça avec la bioélectronique? De toute façon, là aussi, vous aurez forcément un effet d'encombrement sur le plan résistivité. Ensuite, l'effet, ça sera suivant la nature du produit utilisé. Il peut être alcalinisant, il peut être acidifiant, il peut être oxydant, réducteur, on n'en parle guère. Mais c'est tout différent. Il pourrait exister une médecine par les plantes qui serait certainement beaucoup moins nocive, beaucoup plus facile à supporter. Seulement là aussi, ça ne fait pas l'affaire de l'industrie chimique. Hein. C'est complètement différent. Dans un milieu vivant, vous avez une harmonie de structure, une harmonie des proportions des produits existants que vous ne trouvez pas dans un produit chimique. Ça n'existe pas. C'est tout différent. À ce sujet-là, ça me fait penser à l'homéopathie. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire par rapport à l'homéopathie et par rapport à l'énergie aussi? Là, de toute façon, je me suis intéressée à ce problème et j'étais encore en pharmacie. C'était tout à mon début. J'étais à Condé à ce moment-là. Et c'est un médecin homéopathe qui était venu se réfugier dans la région et qui faisait de l'homéopathie. Et c'est lui, à l'origine, qui m'a quelque peu initié à ce problème-là. De toute façon, là aussi, vous avez des modifications sur le plan énergétique quand vous diluez une substance. Et l'homéopathie m'avait valu un problème tant que j'étais en cours d'études. Il y avait un prix de fin d'année. J'avais ce prix de fin d'année. Ça consistait à aller dans une librairie, à choisir un livre. Je choisis un traité d'homéopathie sans en penser plus long. Le lendemain, le secrétaire m'appelle, il me dit, écoutez, c'est très mal vu en médecine, l'homéopathie. Il faut que vous changiez d'avis parce que vous risquez de vous faire mal voir. Ah bon, j'ai changé d'avis. Enfin, ça m'avait intriguée. De telle sorte que quand j'ai connu ce médecin homéopathique, ça m'intéressait d'essayer d'en savoir un peu plus long. Alors, évidemment, sur le plan bioélectronique, lui-même n'avait pas de notion de la question, mais enfin, j'avais fait une constatation sur un certain nombre de produits, c'est qu'à mesure qu'on diluait un produit, la résistivité électrique augmentait dans des proportions qui paraissaient disproportionnées, sans qu'il y ait pour autant de très grosses variations des autres facteurs pH et RH2. De toute façon, je suis favorable à l'homéopathie, c'est certainement... Ça n'a pas la nocivité, bien sûr, de l'allopathie. C'est différent. Ma foi, je l'admettrais très bien, tout autant qu'une médecine par les plantes, qui est à mon avis beaucoup trop négligée actuellement. Je sais bien que là, les plantes aussi, comment sont-elles cultivées? Encore une autre histoire. Vous parlez donc dans l'homéopathie de dilution et de ce paramètre de résistivité qui change, qui évolue, qui devient plus important. Oui. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'énergie? Qu'est-ce que ça signifie au niveau du corps? Ça signifie que le produit lui-même a une action plus intense. À mesure que cette dilution augmente maintenant, c'est au médecin évidemment de savoir
ce qu'il veut, s'il s'agit d'un état chronique, s'il s'agit d'un état aigu. C'est au médecin de se rendre compte. Je ne sais pas comment sont réalisées maintenant les dilutions homéopathiques. Est-ce que les petits bacs de dilution sont d'une substance neutre ou métallique? Si c'est métallique, je me méfierais un petit peu. Enfin, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas été en relation avec les laboratoires. Est-ce qu'on pourrait dire que plus la dilution est élevée, plus on va jouer sur un problème chronique ou un problème ancien? Est-ce que l'idée, c'est ça? En général, c'est pour les problèmes aigus ou anciens qu'on utilise les hautes dilutions. C'est assez rare, je pense, qu'on commence par de très hautes dilutions. On doit commencer... enfin, ça peut dépendre des cas aussi. Ça, c'est le médecin qui juge. Enfin, de toute façon, là aussi, je suis favorable à l'homéopathie. Alors, il y a quelque chose que je souhaiterais comprendre au niveau de l'homéopathie, c'est-à-dire que finalement, plus on dilue, donc moins on a de substance de départ, et plus ce produit-là est actif. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne, ça, par rapport à votre compréhension? C'est une question énergétique, manifestement, parce que vous avez ce problème d'agitation, d'abord, qui là aussi modifie les caractéristiques même de l'eau, qui se trouve amplifiée par l'action du produit que vous avez ajouté. Et manifestement, ces dilutions, un produit à très haute dilution peut très bien avoir une action que ce même produit à basse dilution n'aura pas. Alors je vous dis, là aussi, la question des agitations successives de l'eau joue un rôle, forcément. Est-ce que ça a à voir au fait que la matière est un concentré d'énergie? Oui. Oui. Quelle place prend l'eau dans ce travail énergétique de l'homéopathie? Pourquoi l'eau? Pourquoi ce support-là? Qu'est-ce qui permet en fait? Remarquez là aussi, là je n'ai pas à mon actif de mesures suivies sur les produits homéopathiques. Mais enfin, vous avez vraisemblablement au stade des dilutions, des agitations qui sont données, une action peut être comparable à une autre échelle, à celle des orages que je citais tout à l'heure. L'eau, vraisemblablement, à un certain stade, là aussi, atteint un niveau qu'elle n'a pas habituellement, et elle transporte, si on peut dire, le produit qu'on lui a ajouté. Et qu'est-ce qui permet à l'eau de contenir ce message ou cette formule de base? Comment, je ne sais pas. Il y a cette faculté dont je parlais tout à l'heure, et qui a été relevée initialement par Charles Laville. L'eau est un élément dynamique, et c'est un élément qui peut se scinder en deux parties, une positive, une négative. Donc agir, c'est un électrolyte. Et cette action électrolytique se transmet à la substance qu'on lui donne. C'est l'action, je pense, qui se produit. Je n'ai pas de vérification à vous donner. Enfin, c'est ce que je pense. La réalité n'est pas simple. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le procédé de la baignoire? Là aussi, ce qui est recherché, c'est une dynamique. C'est une dynamique de l'eau créée par deux mouvements inverses. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, dans la zone médiane,
il y a effectivement une chute du RH2 et une augmentation de résistivité que vous n'avez pas dans le reste du mouvement, alors que c'est un brassage. Il se passe là aussi quelque chose. L'eau a des propriétés particulières qui très certainement lui sont enlevées, sinon en totalité, du moins en grande partie, par les traitements qu'on lui fait subir. Qu'est-ce que ça apporte concrètement au corps, ce système de baignoire? Est-ce que c'est... Il faut, imaginons qu'on ait cette baignoire-là, et les gens prennent un bain tous les jours ou... Non, remarquez, les bains sont très courts, 3 minutes. 3 minutes. Ah oui. Parce que vous êtes en zone isoélectrique, il ne faut pas oublier. Et qu'est-ce que ça a comme bienfait pour le corps? Vous avez une action tonique, d'abord, et surtout éliminatoire. Pratiquement, vous produisez à froid et à l'extérieur du corps un mécanisme qui rappelle le mécanisme de la douleur, qui lui est à l'intérieur et qui se produit à chaud. Donc, élimination. Ces éliminations étaient variables suivant les gens. Pour certains, urinaires, intestinales, plus exceptionnellement au niveau de la peau. Ça n'avait jamais de très longue durée. Mais vous aviez une action tonique qui se ressentait pratiquement tout de suite. Quant aux éliminations, elles étaient quelquefois dans la nuit suivant le premier bain, ou plus généralement dans un délai de 3 ou 4 jours. Et j'ai suivi l'exemple de cette petite fille qui était sous antidépresseurs. Quelle était l'action justement de prendre ces bains pour, en cas de dépression ou de grande nervosité? Alors vous aviez une action de détente. De détente. Une action de détente. Non, je vous dis, quelle est la portée limite, ça je ne sais pas. Il aurait fallu me laisser tranquille. Et là, j'en saurais plus long. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire concernant l'influence de l'univers sur l'humain? Est-ce que ces paramètres-là sont pris en compte? Est-ce qu'ils sont à prendre en compte? Bien sûr qu'ils sont à prendre en compte. Et c'est une chose dont on ne se soucie guère. J'ai évoqué ces problèmes dans un numéro de Source Vitale qui s'appelle les résonances cosmiques. Vous avez des résonances suivant les heures, des résonances suivant les phases lunaires, qui sont très nettes, des résonances suivant les saisons. Seulement, là aussi, il ne faut pas croire que j'ai inventé tout ça. Il existe des références dont on ne tient absolument pas compte. Le décalage horaire qui nous est imposé est une absurdité. C'est ridicule. Je comprends très bien qu'on ne peut pas, région par région, changer les heures. Mais enfin, 2 heures de décalage, c'est ridicule. Actuellement, il y en a qu'un, bien sûr. Mais bientôt, il y en aura 2. Alors là aussi, ce sont des choses qui ne sont pas prises en considération. Et quant à nous dire que ça provoque des économies, ça reste à prouver. Mais enfin, ces influences sont manifestes. Nous sommes tributaires du milieu dans lequel nous vivons, et ce milieu, quel qu'il soit, est lui-même tributaire de l'environnement dans lequel il se trouve. Et est-ce que cette influence est aussi importante au niveau des sources? Forcément. Forcément, ça joue un rôle. Ça joue un rôle, c'est la même chose. Et est-ce que ça permettrait d'expliquer certains phénomènes dits miraculeux en fait, ce sont des phénomènes cosmiques? Certainement, c'est lié. Pour les eaux que j'avais étudiées, moi je vous dis, c'était cette équipotentialité ionique
que j'ai essayé évidemment de reproduire dans les baignoires. Ce n'est pas une équipotentialité unique. Là, elle est mécanique, c'est différent. Enfin, il y avait quand même une action, mais c'était une action inspirée du cosmos, au fond. Parce que si je n'avais pas fait cette remarque concernant l'équipotentialité des eaux, si je n'avais pas fait cette remarque aussi lorsqu'il y avait des orages, c'est-à-dire des potentiels exacerbés, alors, j'aurais jamais pensé à construire une baignoire. Ça ne serait pas venu à l'idée. Tandis que là, je me suis dit, si on peut copier quelque peu, dans la mesure où ça peut se faire, ce que fait la nature, sans prétendre bien sûr rivaliser, bien, il se passerait peut-être quelque chose. Alors effectivement, il se passe quelque chose. Mais jusqu'où ça va, ben, je ne sais pas. C'est pas simple, hein? Est-ce que vous pourriez nous donner des informations concernant Quinton et ses travaux? De toute façon, là aussi, c'est un sujet extrêmement intéressant, parce que là aussi, c'est la dilution de l'eau de mer pour l'amener à des taux qui correspondent à un organisme vivant, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable, de tout à fait régulier. Et là aussi, c'est un moyen naturel qui certainement peut avoir une grande utilité. Seulement, alors là aussi, si l'eau subit une stérilisation à haute température, je n'ai pas fait de mesures comparatives, mais il y a certainement quelque chose de modifié aussi dans ses propriétés et qui peuvent lui enlever certaines qualités. Mais autrement, je suis tout à fait favorable à l'utilisation des produits Quinton, ça, il n'y a pas de problème. Ça peut jouer un rôle rééquilibrant sur un organisme perturbé. Et là aussi, si c'est amené à un stade isotonique, ça ne peut que favoriser, bien sûr, le rétablissement d'un état de santé, la réduction de certains troubles, ça certainement. Et qu'est-ce qui fait que l'eau de mer peut apporter ça? Sa composition, ses propriétés, sa capacité d'adaptation, là aussi, au milieu cosmique. Parce qu'il y a un problème des marées. Quand vous arrivez à une marée basse, il y a une baisse du pH très nette, d'autant plus intense que la marée est plus forte. Ça aussi, ça fait partie des choses dont on ne veut pas entendre parler. Mais enfin, ça existe quand même. Alors, et qu'est-ce que ça implique, cette baisse de pH Une variation cosmique, tout simplement. Le passage en face d'un axe. Tout simplement. Et ensuite, ça revient à la normale. Alors ça, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois. Toi, sur les côtes de Loire-Atlantique, ou très souvent sur les côtes de Vendée. J'appréciais beaucoup les côtes de Vendée. Enfin, je l'ai relevé en différents lieux. Et je ne sais combien de reprises, ça je ne saurais pas dire. Mais remarquez que ces remarques-là aussi, je ne suis pas seule à les avoir faites. Divers auteurs, en divers points, même pas seulement de France, ont fait des remarques concernant les marées, remarques dont on ne tient pas compte. Et avant que je m'intéresse moi-même à la question, alors j'étais encore en cours d'études, je me rappelais du nom de ce professeur, enfin, qui avait relevé lui aussi ces variations au moment des basses mers. Lui ne les avait pas relevées en Loire-Atlantique. Est-ce que c'était quelque part en Bretagne? Je ne suis plus capable de vous dire, je ne me rappelle plus du nom.
J'ai ça noté là aussi dans un des numéros de Source Vitale. Mais enfin, lui aussi avait fait cette remarque. Il était même allé plus loin que moi, parce que moi j'ai mesuré toujours sur les marées diurnes, et lui avait fait la comparaison entre marées diurnes et marées nocturnes. Alors les marées diurnes sont toujours plus marquées que les marées nocturnes. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais enfin, ça prouve là aussi que les variations cosmiques auxquelles nous sommes soumis pendant la nuit ne sont pas les mêmes que celles qui sont soumises pendant le jour. Dans ce genre aussi d'études, c'est un Polonais, Snossarski, qui a fait un certain nombre de mesures de polarité, je ne sais pas spécialement sur l'eau de mer, mais enfin, qui a relevé lui aussi des différences très nettes. Vous avez une polarité positive qui passe par un maximum vers 4 ou 5 heures du matin, qui va décroissant jusqu'à midi, où elle s'annule et devient négative, et va croissant jusque vers 20 heures le soir. Ça aussi, ça fait l'objet d'études qui ont été suivies pendant des années et dont on ne parle pas. Officiellement, on ne tient pas compte de ces polarités. Or, effectivement, les éléments vivants, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les gens, on est fait pour s'y adapter. Si on ne s'y adapte pas, il y a quelque chose qui cloche d'un côté ou de l'autre. Ça dépendra des personnes, ça dépendra des résistances, des conditions de vie, de tout ce qu'on voudra. Mais enfin, on en subira les conséquences. Et tout ça, c'est laissé de côté. Un autre problème que j'ai signalé aussi, ça fait plusieurs années que je fais partie de la Société astronomique de France. Et je dois dire qu'il est édite chaque année des éphémérides. Je les reçois depuis 1993. Il y a des informations très intéressantes. D'après leurs informations, on relève très bien une variation des axes de l'orbite lunaire en sens inverse du sens de translation de la Lune. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Eh bien, j'ai envoyé un article, ça fait 1 an, à la Société astronomique de France. J'attends toujours la réponse. Ce qui n'est pas du tout leur habitude, parce que à diverses reprises, j'ai demandé des renseignements et j'avais toujours reçu des réponses aimables. Je vais sûrement mettre ça sur le tapis. Enfin, je vais voir un petit peu d'abord, attendre encore un petit peu pour voir. Parce que c'est manifesté. Et la bioélectronique n'y est pour rien. Je n'y suis pour rien. Je me réfère à leurs observations. Ils n'en tiennent pas compte. Pourquoi ? Alors, dans la lettre que j'avais envoyée, je posais la question, est-ce que cette remarque est passée inaperçue ? Ou bien est-ce qu'on considère qu'elle est sans conséquence et qu'on la laisse de côté ? Je vous réponse. Et quelle est l'incidence de ces polarités sur l'humain ? Parce que vous êtes revenu plusieurs fois sur ce sujet du positif, du négatif. Et c'est quoi l'influence sur le... De toute façon, il y a un humain en bonne santé s'adapte aux variations du milieu extérieur. C'est tout. Tout le problème est là. S'il est incapable de s'adapter, il y a un trouble quelconque quelque part qui prendra progressivement une amplitude. Il sera peut-être minime au départ, mais prendra une amplitude. On est fait pour s'adapter au milieu dans lequel on vit. Or, actuellement, on considère qu'on est les maîtres du monde et qu'on peut tout régenter. Il faut voir à quel prix. Et à ce sujet-là, est-ce que vous pourriez nous parler du problème de la spécification des sciences ? Remarquez, je pense que la spécialisation outrancière des sciences est une erreur qui conduit à toutes les aberrations possibles. Parce qu'à ce moment-là,
on ne peut plus établir la relation qui existe entre les causes et les effets. C'est une erreur. Et c'est quelque chose qui maintenant existe au stade même de l'enseignement. Donc, est-ce que vous pourriez détailler ou donner des exemples de ces aberrations avec ces spécialités? Bien, quand vous avez par exemple beaucoup de personnes qui souffrent de troubles du sommeil, c'est qu'elles ne peuvent pas s'adapter aux changements qui existent entre le jour et la nuit. Vous savez, ça peut s'appliquer à toute chose, à toute chose. Ça peut prendre des proportions différentes, suivant bien sûr la résistance des individus, suivant les conditions dans lesquelles ils vivent, mais on est tous tributaires de ces variations. Et ce sont des choses, officiellement, on ne tient pas compte. J'avais relevé, c'était dans un bulletin du CNRS, je crois que ça fait plusieurs années, au sujet des changements d'heure. Je ne sais plus quel est le nom de celui qui disait que, de toute façon, ça n'avait aucune influence sur quoi que ce soit. Ben, je suis désolée, mais l'influence existe, parce que les polarités ne sont plus les mêmes, mais étant donné qu'on ne veut pas en tenir compte, bon, on trouve que c'est très bien comme ça. Vous savez, c'est un système perverti, complètement perverti. Ça me fait penser à une phrase de Confucius. Qui connaît l'homme connaît le monde et la structure de l'univers comme son histoire. Nul besoin de constituer à grand-peine des sciences spéciales. Le savoir est un. C'est pas de moi, c'est de Confucius. Il y a une phrase de Descartes aussi, qui est pas mal. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues pour reconstruire de nouveau, dès le commencement, tout le système de nos connaissances. À ce stade, il n'est nul dogme ni théorie qui ne tienne, et chaque pas effectué dans la progression de la connaissance ne permet que de mieux mesurer l'étendue de ce que l'on ignore. Je suis tout à fait d'accord, tant avec Descartes qu'avec Confucius. Est-ce que vous avez une citation sur l'eau? L'eau... Je pense que c'est pas l'eau précisément, mais enfin, ça peut ça peut tout de même concerner. Je la cite une fois dans ce dernier article. C'est une phrase d'un dénommé Max Stoll, qui est très ancienne, cette phrase, et qui est reprise par le docteur Valnet dans un de ses livres. Ce livre de Valnet, c'est le docteur Nature, je crois, et qui lui dit, il dit, ce n'est pas dans les écrits des hommes, mais au sein de la nature qu'il faut prendre des leçons. Et ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Et si l'eau était présente ici sous forme de personnage, qu'est-ce que vous lui diriez? Bien, je lui dirais que je souhaite que la vérité, en ce qui la concerne, puisse se faire jour, parce que ça rendrait certainement service à beaucoup de gens. Parce que je pense que l'eau qui est utilisée, telle l'eau des robinets, joue certainement un grand rôle dans la détérioration de l'état de santé de beaucoup de personnes. De même, les eaux conservées longtemps, surtout dans des bouteilles de plastique. C'est une chose, évidemment, quand j'ai travaillé, je ne dis pas que le plastique n'existait pas, mais enfin, il n'avait pas l'ampleur que ça a pris depuis.
Mais autrement, c'est une chose qui serait à faire, prendre une mémo, bouteille de verre d'une part, bouteille de plastique de l'autre, placer dans les mêmes conditions et faire les mesures de façon suivie. Je suis sûre qu'il y aurait une différence. Laquelle? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.